Disons bonjour. Disons bonsoir. Ah, bon, on commence. Je vais vous présenter un projet Python, un projet de gestionnaire de tâches. Voilà, donc c'est excellent pour les débutants, voilà, tous ceux qui commencent. Voilà, donc on va voir en long et en large les fonctionnalités du gestionnaire de tâches, bien sûr en ligne de commande. Et à la fin, je vous donnerai le lien pour télécharger le code source. J'ai créé un petit exécutable également pour que les choses soient faciles pour ceux qui n'ont pas Python. Alors, on commence. Let's go! Alors, nous voilà présents maintenant sur mon ordinateur. On va maintenant essayer de, eh bien, de lancer l'application et de voir ses différentes fonctionnalités. Donc, je dis déjà qu'à la fin, je vais montrer comment télécharger le code source. J'ai mis, et dans internal, il y a le code source et également, non, disons que le fichier que vous allez télécharger contient le code source et l'application. Donc quand j'ai lancé, vous voyez, je relance. Donc j'ai lancé, il y a d'abord cette petite image qui s'affiche. Puis donc j'ai déjà dit d'avance que c'était un programme, disons un projet en ligne de commande. Mais c'est vraiment excellent pour un débutant en Python, disons en programmation. Vous pouvez essayer de reprendre ce projet dans, disons, dans d'autres langages. Ça va vraiment vous aider à comprendre certains systèmes. Donc voilà, peut-être après que je mettrai ferai plutôt une vidéo dans laquelle je mettrai, disons, je montrerai d'une manière plus claire comment, disons, les dessous de la programmation d'un tel outil. Donc voilà, ici, voilà, ce programme a été codé par PGPod. Entrée, plutôt taper sur entrée pour continuer. Donc ici, j'ai fait en sorte que, ici c'est un input. Donc taper sur entrée, la personne est censée taper sur entrée. Bon, dans les normes où, disons que si la personne essaie de taper, elle est en train de taper, mais j'ai mis les écritures en noir, donc on ne voit rien. Ouais, on ne voit rien. Bon, j'appuie sur entrée et voilà, on a ceci. Un petit menu d'identification. L'option première, c'est donc de se connecter, permettre la connexion. Et la deuxième option, c'est donc de créer un compte. Maintenant, on nous dit de taper 1 ou 2 pour, disons, faire un choix. Donc, vu que nous, on n'a pas de compte, on va essayer de créer un compte. Donc, mais je vais essayer, disons, on est dans... on va essayer de tester. Disons, on n'a pas de compte, mais on va essayer de se connecter pour voir ce que ça fait. Donc, mais aussi, essayons aussi de mettre n'importe quoi. J'ai essayé de faire des structures de contrôle pour que l'utilisateur ne mette pas ce qu'il veut faire. Donc ici, on est forcé de mettre un nombre entier. Et ce nombre entier doit être 1 ou 2. Imaginons qu'on mette 1267. C'est bien un nombre entier, mais différent de 1 et 2. Et donc, le programme dit que cette option n'est pas prise en charge. J'ai fait en sorte que on met un input et on lui dit de taper sur entrée pour qu'il quitte. Sinon, juste après ça, il ne verra pas, disons, ce message. Cette option n'est pas prise en charge. Donc, il appuie sur entrée et on sort. Donc, on va retourner pour voir. Et je vais expliquer aussi dans une autre vidéo, ou bien même dans cette vidéo, également, disons, comment j'ai créé l'exécutable, puisque c'est tout un enfer avec Python, avec PyInstaller, PyAutoexe, vraiment c'est un enfer. Donc, on continue, on tape, disons, on se connecte, puis on nous dit qu'on a 3 essais de connexion. Donc, c'est pour éviter les boucles infinies et, disons, les attaques par fausse brute. Et là, on va mettre n'importe quoi. Essayons de nous connecter avec Junior. Junior, 1, 2, 3, 4. Bon, il nous dit que voilà, comme ce n'est pas bon, on relance. On va mettre aussi encore n'importe quoi. On va mettre n'importe quoi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il nous dit, tapez sur entrée. C'est fini. Voilà, c'est fini. On n'a rien à lui dire.
il a épuisé ses tentatives, ses essais de connexion. Donc il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais également encore implémenter, mais bon, je me suis dit que pour un début, c'est vraiment un projet bien pour quelqu'un qui débute. Donc ici, disons, on essaie de créer un compte. Donc regardez ici, vous voyez que le dossier il est là. Donc c'est ce qui constitue le dossier gestionnaire de tâches. Mais à peine on va se connecter qu'il va créer il va créer un fichier JSON dans lequel seront stockés les utilisateurs. Donc pour un début, je n'ai pas crypté les données qui sont dans comment on appelle cela, dans le fichier JSON. Maintenant, étape 2, on va créer un compte admin. Et il n'y a pas également pour l'instant de gestion des rôles des utilisateurs, gestion de rôles, de permissions et tout ça. Donc, entrez votre nom d'utilisateur, on va mettre admin, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est cela. Il nous dit, voilà, vous voyez que le fichier utilisateur a été directement créé. Voilà, un fichier design contenant les différents utilisateurs de notre petite application, disons, notre logiciel, je sais pas, notre programme, disons. Voilà, maintenant ici on va mettre les identifiants qu'on vient de créer, disons les, voilà, admin et admin 1, 2, 3, 4, admin 1, 2, 3, 4, et dans les noms ça va marcher. Voilà, la connexion est réussie. Vous allez être redirigé plutôt vers le gestionnaire de tâches. Voilà, donc c'est ça. Et donc voici notre gestionnaire de tâches. Bon, ici il y a une erreur que je ne comprends pas. Si je tape, vous voyez ici une erreur un peu bizarre, mais bon, que j'implémenterai, disons que je changerai après, puisque le terminal a eu du mal à interpréter ce qu'on appelle les codes d'échappement ANSI. Voilà, j'ai expliqué ça dans des anciennes vidéos. Voilà, j'ai utilisé après la bibliothèque Colorama pour implémenter les couleurs et tout ça. Et voilà. Mais bon, il y a quand même des erreurs. D'accord, donc au début ici, on voit un petit truc, disons, un message de bienvenue dans le gestionnaire de tâches. Il dit choisissez une tâche si après en fonction de ce que vous désirez faire, vous pouvez insérer le numéro de la tâche ou écrire la tâche comme mentionné dans le menu ci-dessus. Donc si je me suis trompé, disons je devais écrire le numéro de la commande. Voilà. Donc ici la personne peut mettre 0 ou menu. Donc, si on n'arrive pas à se retrouver, on tape juste menu et le menu s'affiche. Voilà, donc on va commencer par quoi? Donc ici on a quoi? Add pour ajouter une tâche, list pour lister l'ensemble des tâches, update pour modifier une tâche, delete pour supprimer une tâche, search pour rechercher une tâche, export pour exporter les tâches, corbeille pour explorer la corbeille et quitte pour quitter le gestionnaire. Donc je ne vais pas quitter de suite, sinon on va perdre du temps. Donc la première commande que nous allons essayer disons que là on n'a pas encore mis de tâches et tout. Donc on va essayer de lister. On liste en faisant ceci ou en tapant 2. Donc je liste et je vois qu'il me dit qu'il n'y a aucune tâche disponible. Il nous dit d'ajouter en tapant add ou 1. Donc j'essaie de faire une modification. Update, modifier une tâche, disons la tâche junior. Il me dit que la modification est possible, la tâche est introuvable. On continue. Après la modification, on a également la suppression. Qu'est-ce qui s'y trouve? Suppression, il y a l'option de suppression d'une tâche et suppression de toutes les tâches. Donc si on supprime une tâche, il nous dit entre le numéro de la tâche parce que les tâches seront numérotées. Voilà, je dis si je fais ceci, ça ne va pas marcher parce que le numéro est censé être un nom entier. Donc si je fais ceci, il me dit que la tâche 1245 n'existe pas malheureusement. Tapez liste pour voir. Donc échec de la suppression. Maintenant là,
le débordement du background rouge, c'est dû au fait que avant de fermer le code d'échappement ANSI qui a permis de mettre le rouge en arrière-plan, on a mis un /n pour retourner à la ligne. Donc c'est ce qui fait ceci. Donc ce sont des choses à corriger après. Donc si je me perds, je remets un menu pour voir les options. Donc il y a toujours l'option de suppression totale aussi. Il me dit, voulez-vous vraiment supprimer toutes les tâches? Je dis oui. Toutes les tâches ont été supprimées. Bien sûr, il n'y a aucune tâche. On se rappelle bien. Il y a quoi encore? Recherche. On peut rechercher une tâche. Jusque là, la tâche junior. Aucune tâche trouvée. Résultat de recherche pour l'expression junior. Voilà. Entre une commande à exister, il y a la commande d'exportation ou export. Donc, exporter vers Excel, vers PDF. On va faire. Pour l'instant, il n'y a aucune tâche, mais quand même, j'exporte vers Excel et vous allez voir. J'exporte vers Excel, exportation vers Excel effectuée. Dans les noms, si je fais ceci, dans notre dossier, on doit avoir un. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a une feuille Excel ici, les tâches. Je peux l'ouvrir pour voir. Je peux ouvrir cette feuille de calcul, disons ce fichier Excel. Excel SX. Donc voilà les tâches. Et il n'y a aucune tâche disponible en ce moment. On va voir qu'après quand on va mettre les tâches seront bien ici. Donc je fais ceci. On continue notre programme. C'est où? Voilà. Donc il y a quoi? Il y a aussi l'exportation vers PDF. Donc si je mets 2. Il y a un problème que je n'avais pas. Donc ça cannot open resource internal image. Ok, d'accord. Donc bon, ça je vais gérer ça après, mais c'est dommage quand même, parce que si bon, je peux quand même vous montrer ce que ça donne en ouvrant Visual Studio. J'ouvre Visual Studio Code, parce que là on est au niveau des ressources de l'application donc du point exe, ce qui va différer un peu de résultats qu'on va avoir dans Visual Studio, parce que c'est ce que je disais, avec PyInstaller et donc comment on appelle ça, les chemins relatifs et absolus, c'est un enfer. Donc je vois image ouverture, je fais ceci, gestionnaire de tâches, internal ici, je fais main, gestionnaire de tâches. Donc je vais essayer de faire une exploitation d'ici pour voir, et aussi je dois ouvrir le fichier fonction, parce que c'est là que se trouve la fonction d'exportation vers PDF, pour voir ce qui se passe exactement en attendant que le terminal se charge. Voilà, donc je vais faire un CTRL F. Et je vais mettre ici PDF. Voilà, je vais descendre. Voilà, c'est ici que se trouve la fonction. Je vais la revoir avec vous. Voilà. Pourquoi le terminal ne se charge pas? Voilà. Donc internal source. Bon, je vais mettre ici. C'est plutôt main. On va voir, on va lancer le main pour voir ce que ça va donner. Donc je vois que la machine rame un peu. Je ne sais pas si c'est l'utilisation il y a un logiciel que je viens d'utiliser qui utilise assez de ressources.
Donc, fais vite là. Donc, si on utilise, on va essayer d'exporter par là pour voir. Export par PDF, on a la même. Il dit qu'il n'arrive pas à ouvrir quelle ressource. Donc, je copie le chemin d'accès relatif pour aller voir ce que ça donne. Donc, fonction. Je pense que c'est bien ça. Mais relevé. On va voir ce que ça donne. Ouais. On fait ceci. On exporte vers PDF. Et voilà, ça marche. Bizarre. Et voilà, ça marche. Donc ici, on a fait ceci, les tâches. On ouvre les tâches. Bon, voilà. Ici, il n'y a pas, on n'a pas mis de tâches, donc c'est comme ça que le fichier PDF va comment on appelle, se présenter. Donc, bon, le problème c'est que je n'ai pas, il faudra faire une compilation encore pour voilà, pour régler ce bug. Mais bon, je le ferai après. Donc, je tape le menu pour me repérer. Je pense que voilà, c'est bon. Maintenant, on va essayer d'ajouter des tâches en tapant Add. Maintenant, il y a deux options. Une option d'ajouter une tâche manuellement. C'est ce qu'on va faire d'abord. On va ajouter une tâche manuellement. La tâche s'appellera YouTube. La description, ce sera abonnez-vous. Voilà. Et donc, si je liste les tâches, on se rend compte qu'il y a bel et bien, voilà. Et ici, on va voir qu'il y a également un fichier JSON qui va stocker la liste des tâches. Donc, si on ouvre ici, si on sélectionne, donc j'ai dit au début que je n'ai pas crypté les données. Donc, si on ouvre par Bloc-notes, on va voir les tâches. Donc, c'est ici, YouTube, abonnez-vous. Donc, autant de toutes les tâches qu'on mettra seront stockées ici. Et donc le fichier, disons le programme chargera toutes les données à chaque lancement. Et donc on peut continuer avec ça. On va au menu, on a un truc. Bon, on va essayer de mettre 5. Maintenant je vais ajouter plusieurs tâches avec la fonctionnalité d'ajout de tâches factices automatiquement. Donc je vais faire 2. Il me dit combien de tâches voulez-vous insérer. Si je mets ici, il me dit il faut nécessairement mettre en entier. Échec de l'ajout. Donc on va reprendre. J'ajoute plusieurs tâches factices et je mets disons 134 tâches à ajouter. Il me dit on ne peut générer au maximum que 29 tâches. Voilà, donc c'est le maximum de tâches qu'on peut générer automatiquement. Des tâches factices en fait. Donc, je reprends le processus et cette fois je vais être raisonnable. Je vais mettre, disons, 15 tâches. Il me dit génération automatique de tâches faites avec succès. Je vais lister les tâches pour voir. Et voilà nos 15 tâches. Donc, il faut comprendre qu'il a ajouté 14. Il fait en sorte qu'il y ait 15 tâches. De manière nette dans le truc, comment on appelle ça, dans la liste des tâches. Voilà nos tâches, création de contenu, identification. Donc je fais menu et maintenant je peux faire un update, c'est-à-dire j'essaie de, comment on appelle ça, j'essaie de modifier une tâche. On va essayer de modifier cette tâche là qui s'appelle mise à jour des rapports mensuels. Je vais mettre mise à jour des rapports mensuels entre le nom de la tâche à modifier. Donc
le nom, c'est bien ça. Il me dit maintenant entrer le nouveau nom de la tâche. Si vous voulez mettre le même nom, vous pouvez remettre ça. Au cas contraire, je peux mettre junior. Je vais mettre ici PJ Pop Dev. Je tape sur entrée, il me dit tâche modifiée avec succès. Si je liste, donc je dois normalement voir cette tâche modifiée, la 15e tâche. Et voilà, c'est ce qui est fait. La 15e tâche, c'est junior PJ Pop Dev. Je tape menu. On a modifié une tâche. On va supprimer avec delete. On va supprimer avec delete. Supprimer une tâche. D'accord, on va d'abord supprimer une tâche, la 15e tâche. On va la supprimer. Il nous demande si vraiment on veut la supprimer. On dit oui. Je liste et il doit y avoir dans le nom 14 tâches. Et voilà, il y a 14 tâches. Voilà. Donc toujours menu, ou bien si vous ne voulez pas mettre menu, vous montez. Donc on a ici, on a quoi encore? On a fait un delete. Maintenant, on peut faire un delete de tout. On a 14 tâches, on va tout enlever pour voir si ça marche. Supprimer toutes les tâches. On me demande si vraiment c'est ce que je veux faire. Je dis oui. Je liste. Et il me dit voilà qu'il n'y a plus de tâches disponibles. C'est voilà. Donc je vais ajouter, pour continuer le travail, on va ajouter disons 4 tâches. Voilà. Si je liste, on a 4 tâches. Voilà. 4 tâches ajoutées. Je menu. Voilà, on a fait maintenant on va faire une recherche. Search. Une recherche. Maintenant on va essayer de voir toutes les tâches. Bon, vous voyez qu'il est écrit. Notez que la recherche est faite en fonction des noms de tâches, c'est-à-dire que tout ce que vous recherchez, c'est en fonction des noms de tâches. Comprenez que toutes les tâches sont stockées dans des listes. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer dans le code et beaucoup de choses qui donnent sens, disons, parce que le choix du stockage de chaque donnée peut, disons, comment on va appeler ça, peut influer sur la manière dont l'application, le programme va marcher. Donc ici, la recherche est faite en fonction des noms de tâches. Si je veux, on n'est pas aussi obligé de mettre toute la tâche. Donc si je veux rechercher toutes les tâches qui ont planification, ou disons plani seulement. Il me dit résultat de recherche pour l'expression plani. Il voit bien planification. Donc planificateur des événements d'entreprise. Voilà. Si je veux voir toutes les tâches qui ont un A, cette tâche est là, et bien un A ici, celle-là. Donc je pense qu'il n'y a aucune tâche qui est le truc Z, la lettre Z. Si je fais un search Z, il me dit aucune tâche trouvée. Si je fais un search avec E, je pense que toutes les tâches ont un E. Si je recherche search VEL, voilà, VEL développement. Donc c'est bon pour la recherche, c'est bien fait. Aussi ici en recherchant, on ne tape rien. Si on ne tape rien et qu'on met entrée, il nous donne toute la liste des tâches. Ok, donc menu, il y a une fonctionnalité que j'ai oublié d'expliquer. Donc pour l'exportation, essayons d'abord d'exporter. Export vers PDF. Donc exportation vers Excel. Faites avec succès. On va aller voir si c'est vrai. On ouvre le fichier qu'on avait ouvert qui était vide et on voit qu'il est normalement, voilà, que les tâches ont été bel et bien mises. Donc ici il suffit juste de faire ceci, voilà, et tout est nickel. Voilà, vous avez vos tâches ici sur Excel.
Bien sûr, j'ouvre avec OpenOffice parce que je n'ai pas la suite. Donc, vous pouvez faire ceci. À vous de voir. Essayez de rendre joli. Ceci, vous faites ceci. Ensuite, à vous de voir ici, histoire de bien colorier et tout. Voilà, donc c'est ça. On sort, on n'a pas besoin d'enregistrer. On continue. Donc, il faut recompiler pour voir ce qui se passe pour l'exportation vers PDF parce qu'il y a une erreur déjà. Donc, j'ai oublié. Bon, j'expliquerai un peu parce que si vous entrez ici sur Internet et dans Source, il y a bien sûr les images, mais il y a aussi les trucs, comment on appelle ça, les fichiers. Mais ces fichiers sont cryptés. J'ai utilisé PyArmor pour les crypter. Donc, si je les ouvre si j'essaie d'ouvrir les fonctions avec VS Code pour essayer de voir ce qui se passe dedans, voilà, c'est ce que vous allez retrouver. Je l'ai fait avec PyArmor, la bibliothèque PyArmor. Donc, ce ne sont pas les vrais codes sources qui sont dedans. Donc ici, on peut, pour l'exportation vers PDF, on peut essayer de le faire dans Visual Studio, histoire de voir juste comment ça se passe. Et après, je vais corriger le bug sur, disons, le point exe, l'application, l'exécutable. Donc, je fais quoi? Oui, je suis ici. Non. Vous faites ceci, juste ceci. Je liste pour voir s'il y a des. Donc, j'ajoute. Hop là, j'ajoute ces tâches. Je liste. Voilà les tâches. Donc, je les exporte vers PDF. Exportation vers PDF est avec succès. Je sors, je vais voir ce fichier. Et exactement, les tâches sont bel et bien ajoutées. Les tâches sont bel et bien ajoutées. Voilà, c'est bon. C'était juste pour que vous voyez que la fonctionnalité elle marche. Donc on retourne là. Donc vous êtes où? Voilà. L'icône de l'application dans les noms ne doit pas se présenter comme ceci, mais en fait dans une autre vidéo, j'expliquerai la difficulté qu'il y a avec les outils comme PyInstall. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment nul. AutoPyExe, il y a beaucoup de défauts et de trucs, mais j'ai trouvé quand même beaucoup de solutions que peuvent calmer la tempête. Donc on n'a plus besoin de faire une exportation vers PDF puisque c'est déjà montré. La seule option qu'on n'a pas montré, c'est donc l'option de la corbeille. L'option de la corbeille. Donc on essaie de voir la corbeille et voilà toutes les tâches qu'on a supprimées depuis là. Vous vous rappelez de Junior PGPop Dev, de YouTube, tout ça là. Ce n'est plus dans la liste officielle. Elle est là. Voilà, on n'a que 5 ici, mais dans la corbeille, on en a 15. Voilà, toujours en tapant corbeille, on a aussi l'option de restauration de tâches. Donc, quelle tâche? Entre le numéro de la tâche à restaurer, mais le numéro dans la corbeille, le numéro dans la corbeille qui est différent du numéro sur la liste principale des tâches. Donc, on veut restaurer la tâche gestion des stocks. Celle-là, on va mettre 15. Il dit de confirmer oui. Et la liste des tâches était de 4. Donc on doit normalement en avoir 5. Donc si je liste, on va avoir gestion des stocks parce que c'est la tâche que j'ai restaurée. Et voilà, gestion des stocks. Voilà. Donc on a fait en long et en large le tour de l'application du programme. Maintenant, il ne reste que quitter. Maintenant, juste expliquer certaines choses puisque je ne veux pas entrer dans le code lui-même. Mais, donc, je vais juste expliquer un tout petit peu dans la fonction ou bien toutes mes tâches sont enregistrées dans une liste. Elle est là.
Donc je charge ici. Donc je dis with open. Je dis essayer de charger le fichier tâche.json s'il existe. Et voilà, je charge, mais si ce n'est pas le cas, créer une liste vide. Voilà, c'est ce que je fais. Donc plutôt non, un dictionnaire vide. Voilà. Et donc vous comprenez que dans un dictionnaire vide, dans un dictionnaire plutôt, il n'y a pas, les clés sont uniques. Ce qui veut dire que il n'y a pas de nom de tâches qui doivent se ressembler. J'explique. Donc je fais liste, je vois qu'il y a 4, 5 tâches. Donc je vais ajouter. J'ajoute manuellement une tâche. Je vais ajouter la tâche junior. Puis je vais dire n'importe quoi. Maintenant, si je reviens et que j'essaie d'ajouter une tâche qui s'appelle junior, il va me dire que le nom junior existe déjà, mais que pour éviter les doublons de nom, il sera enregistré comme tel junior 2. Voilà, donc ce sera plus junior mais junior 2. Tout simplement à cause du choix de stockage des listes des tâches. Elles sont stockées dans un dictionnaire, donc il n'est pas possible d'avoir, ou bien il est possible, mais il n'est pas possible en fait d'avoir deux juniors, parce que en mettant un autre junior, si je n'avais pas inclus cette fonctionnalité, donc s'il y avait deux juniors et qu'on remettait un nom de tâche junior avec une autre description, c'est le premier junior qui sera juste modifié avec la nouvelle description de tâche. Donc ceci. Donc je vais mettre encore que on va voir ici. Si on liste, on va avoir deux junior et junior 2. Voilà, c'est ce que ça passe, junior 2. Si je mets, voilà, donc c'est ça. Donc je pense n'avoir rien oublié. C'est donc, vous pouvez maintenant tester de vous-même. Je vais juste maintenant vous montrer comment s'approprier ce code, si ça vous intéresse bien sûr. Et si ça vous intéresse aussi, vous pouvez me dire en commentaire de faire de coder, de vous montrer comment on fait un tel programme. Voilà. Donc je pense que je dois quitter. Et je quitte ou bien je quitte. Voilà. J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau. Pour l'instant, adieu. Donc ce sont des messages personnalisés. À chaque sortie, vous aurez un message nouveau, un nouveau message. Voilà. Je tape sur entrée. Et voilà, on sort de l'application. C'est bien. Donc ici on a les tâches. On devait avoir un fichier Excel, mais avec le bug, une erreur de chemin pour trouver l'image ouverture gestionnaire. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vous montre comment s'approprier plutôt comment on appelle ça, le code source. Donc je vais sur Edge. Je vais mettre le lien dans la description, bien sûr. Je vais en mode navigation privée. Donc vous n'êtes pas obligé de, je vous montre juste. Donc vous allez dans mon site pjpopdev.com. Voilà. On patiente. Et voilà, vous êtes dans le site. Donc vous allez aller sur télécharger maintenant. Et donc le code source ici, c'est ici gestionnaire de tâches en Python. Donc vous faites ajouter au panier. Voilà, on ajoute au panier. C'est tout simple. Vous allez ici, commander. C'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Vous validez la commande. Vous ne payez rien du tout. Et pas besoin de carte, c'est juste. Maintenant, il y a certaines formalités. Donc, vous mettez juste ça, histoire juste vraiment souffrez de mettre ces informations, s'il vous plaît. Donc,
ce n'est pas important. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez mettre vraiment vos informations vers, ça me serait vraiment utile. Donc juste histoire de me remercier, puisque vous ne payez rien pour avoir le code source et le truc, l'application, l'exécutable bien sûr. Donc code postal, je vais mettre n'importe quoi. Le téléphone 77, je vais mettre n'importe quoi. Voilà. Mes tests. YouTube. @gmail.com. Je pense que c'est bon. Et là, vous appuyez sur commander. Et vous allez directement à la page de commande. Et vous appuyez sur mon téléchargement ici. Donc, vous appuyez sur mon téléchargement. Et vous aurez le téléchargement qui va commencer. On attend un peu. On attend. Et donc je vais aller directement ici dans les téléchargements. Donc moi c'est pas ce que je veux faire moi. Je vais aller dans téléchargement. Et ici je vais le faire devant vous, histoire de, pour ceux qui auront besoin de comprendre. Je prends ceci, je le mets ici. Voilà. Donc je vais d'abord le décompresser. On appuie sur extraire les fichiers. Voilà, j'oublie. Pour les curieux qui vont aller télécharger sans se rappeler, sans regarder la vidéo, il ne faut pas comprendre que le mot de passe c'est VMPJ Pop Dev. Voilà. Appuyez sur OK et vous l'avez tout ça. Voilà. Donc il est là. Il se cache là. Ça on peut supprimer. Donc c'est un tel dossier que vous aurez. Vous appuyez dessus. Vous cliquez dessus plutôt. Et là vous avez l'exécutable et le code source. Le code source se présente comme ça. J'expliquerai encore dans une autre vidéo pourquoi j'ai comment on appelle ça, j'ai agencé les dossiers comme ça. Tout ça c'est pour PyInstaller avec leur nouvelle version où on a un internal. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas, donc en utilisant les chemins relatifs, qu'il n'y ait pas de problème. Et après, donc parce que je trouve que PyInstaller ou AutoPyExe ont du mal à reconnaître les chemins relatifs et souvent n'inclut pas bien les bon, avec un seul dossier, avec un seul fichier, si on a qu'un fichier PyExe, py.py, c'est-à-dire un fichier Python, on n'aura pas de problème. Mais le problème se trouve quand on a plusieurs fichiers Py qui vont s'interconnecter. Donc vraiment c'est la galère. Donc quand on essaie d'inclure avec AddData, disons les fichiers les fichiers Python qui sont concernés, il les met bizarrement, je sais pas si c'est ce que tout le monde a comme erreur, mais il met comment on appelle ça les fichiers .py, mais sans décryptage. Bon, disons sans les mettre en DLL, sans les transformer en DLL, sans les crypter d'une manière plus simple. Voilà, sans les cacher. Voilà, donc ce qui fait que tout le monde a accès et donc à l'application et à l'exécutable et au fichier, au code source. Donc bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais en tout cas c'est meilleur que de livrer d'une façon facile comme ça il y a peut-être des moyens de décompression ou de décompilation.
de l'ingénierie inverse. Mais bon, j'ai trouvé bon de ne pas livrer d'une manière facile mon code en mettant, en transformant les fichiers donc que l'exécuteur va aller, disons qu'il va, donc l'exécutable va se baser sur ces fichiers Python pour se lancer, mais ces fichiers seront cryptés avec PyArno. Voilà, donc c'est juste une utilisation, disons, un peu plus complexe puisque on mélange deux outils de base qui ne sont pas similaires. Donc voilà. Donc ici c'est l'exécutable. Il s'agit bien du fichier qu'on a téléchargé. Donc on fait ceci et voilà, ça marche. Donc si même vous le mettez dans un autre ordinateur, ça doit normalement marcher sans problème. Donc je sors et ici le code source vous l'avez, voilà. Donc c'est ce que vous aurez. Donc rappelez-moi, il faudra que je remette à jour l'exécutable puisque, ou bien si comme vous avez le code source, vous pouvez vous générer vous-même un exécutable, voilà. Donc il y a juste un problème de chemin relatif au niveau de la fonction exporter vers PDF. Voilà, donc on est à la fin de la vidéo. Je supprime ça, je n'en ai pas besoin. Et donc je vous dis vraiment à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc un max de likes, vraiment si la vidéo vous plaît. Ne vous gênez pas, bombardez-moi des likes, disons des commentaires, pourquoi pas. Ça ne vous coûte rien. Allez, bye bye, bye bye, bye bye.